Nous avons organisé cette conférence de presse pour vous donner, dans un premier temps, les premiers éléments sur une enquête ouverte ce matin du chef d'assassinat concernant, comme victime, une jeune fille de 14 ans. Et vous comprendrez que, s'agissant d'un dossier concernant une victime mineure, aucune identité ne sera donnée, ni sur la victime, ni sur le mis en cause actuel. S'agissant aussi d'une conférence de presse à un moment assez précoce, d'une enquête débutée uniquement ce matin, nous serons amenés, bien entendu, à vous présenter les premiers éléments synthétiques de l'enquête, des investigations, des constatations que nous avons pu faire dans un cadre judiciaire. Et puis, messieurs les colonels présenteront les éléments d'investissement des forces de la gendarmerie, à la fois dans la logistique, dans l'organisation et dans l'enquête judiciaire. Alors, dans un premier temps, par rapport à la chronologie des faits, une habitante du village de Clessay, ce matin, appelle les secours vers 6h40. Partant au travail, avec sa voiture, elle constate qu'un corps est sur le chemin qui mène au City-Stade qui se situe derrière la mairie du village. Constatant que, en s'approchant, il s'agit d'une jeune fille ayant un couteau planté dans le cou, elle va appeler à l'aide et immédiatement, les secours vont arriver, pompiers, puis SAMU. La mort est immédiatement constatée et immédiatement, les services territoriaux, puis d'investigation, brigade de recherche de Mâcon, enfin la section de recherche, bien entendu, se déplaceront pour effectuer les premières constatations. Ces premières constatations nous permettent de visualiser une scène se situant sur ce City-Stade à l'arrière de la mairie du village de Clessay, avec une trace de sang sur un muret, puis sur un chemin de progression, des bijoux, puis une veste, et enfin le corps de la jeune fille qui est sur ce chemin sortant du City-Stade. Les techniciens d'identification criminelle vont procéder à ces premières constatations et avec la venue du médecin légiste, constater qu'il s'agit d'une jeune fille qui supporte plusieurs traces de coups, manifestement portés avec un couteau, plusieurs dizaines de traces de coups de couteau sur le haut du torse, sur les épaules, sur le visage et sur le cou. Un couteau est resté planté au niveau de la gorge de la jeune fille. D'autres lésions de défense manifestement portées avec une arme blanche sont également constatées sur les avant-bras de la jeune fille. Au niveau du visage, manifestement, le nez a été brisé. La jeune fille est habillée d'un t-shirt noir, d'un jean qui est boutonné, qui est en place et qui supporte des traces de boue et des baskets roses. Les premières recherches pour identifier la jeune fille permettent de savoir qu'elle est âgée de 14 ans, qu'elle est scolarisée en 4e. Ses parents l'ont vue le soir, avant de se coucher. Elle paraissait joyeuse. Rien de marquant pour eux à ce stade, et ils la croyaient encore dans son lit. Ce n'est que le matin, en réalité, avant de partir à l'école, qu'ils ne la trouvent pas à la maison. Les investigations vont bien entendu se porter ensuite sur
eh bien, l'environnement de la jeune fille, y compris à l'école. Et là, les premières auditions des amis de cette jeune fille vont mettre en évidence qu'elle avait une relation sentimentale avec un jeune garçon de son âge, donc dans la même école que lui, avec lequel elle avait eu donc une relation sentimentale qui s'était finie à la demande du garçon, puis qui avait repris, notamment le 25 mars, et puis qui s'était à nouveau terminée. Mais ses amis nous disaient que, eh bien, leur relation reprenait et qu'ils avaient, depuis le début de la semaine, l'habitude de se retrouver entre minuit et 4 heures dans le village donc, de Clessé. Ses amis expliquaient que ce garçon avait eu par le passé des paroles inquiétantes, évoquant le fait de vouloir tuer quelqu'un, et notamment sa petite copine. Ce que ses amis avaient pris pour de l'humour noir, n'avaient pas vraiment pris au sérieux, tout en étant inquiets par rapport à ce garçon. C'est ce qui a amené les enquêteurs donc, de la section de recherche, qui était saisie comme directeur d'enquête sous le contrôle du parquet de Mâcon, à placer en garde à vue donc, ce garçon. Encore une fois, son identité ne peut pas être révélée au regard du principe de la présomption d'innocence et au regard de son âge. Garde à vue débutée ce matin à 9h45 du chef d'assassinat, d'homicide volontaire avec préméditation. Ce garçon a été visité par un médecin légiste qui a constaté des lésions au niveau des mains qui pouvaient être compatibles avec des coupures et des griffures. Le garçon a été visité par un médecin qui a notamment pratiqué des prélèvements au niveau des ongles. Il a bénéficié de l'assistance d'un avocat et a été entendu cet après-midi à partir de 15h. Ses premières déclarations confirment qu'il a commis les faits d'homicide volontaire. Il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, convenu d'un rendez-vous avec cette jeune fille, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche, et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté 3 coups de couteau au niveau du cou. Elle avait tenté de fuir, et il l'avait rattrapée, avait tenté de l'étrangler, puis avait porté à nouveau des coups de couteau, laissant le couteau sur place et rentrant chez lui. Il a été interpellé à l'école, en réalité, ce matin. Les investigations, vous le comprendrez, sont encore en cours. Un examen psychiatrique du mis en cause en garde à vue, des analyses ADN de comparaison entre les prélèvements effectués sur le manche du couteau et l'ADN du gardé à vue. Différentes exploitations, notamment du cahier intime de la jeune fille et d'autres auditions de l'environnement pour préciser, encore une fois, la nature des relations qu'il pouvait entretenir avec la victime. Le gardé à vue n'a pas d'antécédent judiciaire, aucune condamnation. La seule chose que l'on sache, c'est que, il avait lui-même été victime de violences de la part de son père en janvier.
Et ces éléments doivent être exploités à ce stade en termes notamment de la cellule familiale, évidemment. Vous comprendrez qu'à ce stade de la garde à vue, qui a commencé uniquement ce matin à 9h45, l'enquête n'est pas clôturée. Les reconnaissances des faits par le gardé à vue doivent donner lieu, encore une fois, à des auditions plus précises et je dirais, doivent se poursuivre. En tout état de cause, aujourd'hui, la qualification qui est retenue est encore une fois celle d'assassinat, qui est punissable de réclusion criminelle à perpétuité pour les majeurs. Bien entendu, rappelons que ce garçon a 14 ans, que la majorité pénale, lorsqu'on est capable de discernement est à l'âge de 13 ans, que les peines, bien entendu, sont rabaissées quand il s'agit de mineurs. La peine maximale est emportée à 20 années de réclusion criminelle. En tout état de cause, dans les dossiers de cette nature, de nature criminelle, avec des peines encourues de cette nature, une information judiciaire est bien entendu prévisible, elle est obligatoire et prévue par les textes. Voilà ce que je pouvais dire sur les éléments qui sont réunis à ce stade. Encore une fois, ce sont des éléments que j'ai voulu les plus objectifs et les plus précis possibles pour éviter la diffusion d'informations parcellaires ou fausses. Et il est évident que cela donnera lieu à un communiqué de presse plus précis ou en tout cas plus actualisé demain de la part du parquet de Mâcon ou de celui de Châlons qui est pôle criminel concernant cette nature de fait. Ce que je pense maintenant, ce qui est important, c'est que les forces de gendarmerie puissent préciser le degré d'implication très fort qui a été le leur pendant cette enquête et qui l'est encore aujourd'hui parce qu'encore une fois, on est au cœur de l'enquête et de la garde à vue. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir démontrer cette implication et la nature des investigations effectuées. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous dire, quand il s'est expliqué qu'il a raté les effets, est-ce qu'il les a expliqués, est-ce qu'il a donné le motif ou la dispute du différé? Il pensait vouloir tuer et sans donner plus d'explications. Voilà. Et sa garde à vue peut durer combien de temps? Sa garde à vue peut durer 48 heures, avec 24 heures prolongées par le procureur de la République pour 24 nouvelles heures. Voilà. Je change de place. Oui, donc je suis le colonel Guillaume Dard, commandant la gendarmerie en Saône-et-Loire. Donc, ce que je peux vous dire à ce stade de l'enquête, la gendarmerie a été prévenue à 6h49 et nous avons engagé 30 militaires, 22 du département et 8 de la section de recherche. L'engagement a été très rapide. Parce que très rapidement, il a fallu, on a pris en compte en fait les nombreuses auditions et je laisserai le colonel Bellecour vous en parler. Les constatations ont été menées par la cellule d'identification criminelle de la gendarmerie de Saône-et-Loire avec l'aide d'un télépilote de drone pour mieux circonscrire le périmètre des constatations. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'engagement des moyens pour la gendarmerie départementale. Et je vais laisser la parole au colonel Bellecour sur la section de recherche.
Au regard de la gravité des faits, dès que nous avons eu connaissance de l'alerte, j'ai décidé l'engagement de moyens immédiats sur le terrain de manière à venir en soutien des gendarmes départementaux et suite à la décision de monsieur le procureur de saisir la section de recherche de Dijon des faits, de procéder aux premiers actes d'enquête sur place. Ça a donc nécessité une montée en puissance et c'est près de la moitié des enquêteurs de la section de recherche qui ont été engagés, à la fois sur le terrain, il y a Clessé et sur Mâcon, pour s'occuper de l'environnement des différents protagonistes, recueillir les premiers témoignages et également assister les opérations de police technique et scientifique, tout cela bien sûr en lien et en coordination avec les enquêteurs de la brigade de recherche de Mâcon. Parallèlement, un certain nombre d'enquêteurs restés à Dijon, en base arrière, ont procédé à des actes techniques de type étude de la téléphonie, de manière à nous permettre de comprendre comment les faits ont pu se dérouler et comment ils ont évolué au cours de la soirée. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Combien de personnes, du coup, au total? Pour la section de recherche, c'est une quinzaine d'enquêteurs. Voilà. Merci à vous.